Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une interview de Huguette de Clerc, Americor de son nom spirituel. J'ai pu prendre un moment avec elle pour lui poser des questions sur le yoga et la quête du bonheur. Eh bien, bonjour Huguette, merci de me consacrer ce moment pour partager par rapport à quelques questions. Mais avant de démarrer justement, de partager sur plusieurs sujets, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu puisses nous raconter un peu à la fois ton chemin, ton histoire par rapport aussi au yoga et aussi par rapport à ce centre que tu as créé, le centre Atlantide. Bonjour Guillaume. Alors, le yoga et moi, c'est toute une histoire. Parce qu'en fait, je suis arrivée au yoga pour deux raisons précises que je croyais être les raisons qui m'y ont amenée, mais ce ne sont jamais que des prétextes, et ça je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. La première raison, ce sont des problèmes de dos. J'ai fait de la danse classique à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16-17 ans de façon très intense. Et à 20 ans, 21 ans, quand je suis entrée dans la vie, c'est-à-dire mari, enfant, travail, j'avais mal au dos. J'ai eu mal au dos de façon croissante entre 20 et 30 ans. Et là, j'ai cherché. Et entre autres, j'ai rencontré le yoga. Et je me suis rendu compte qu'après un cours de yoga, j'avais moins mal pendant un jour ou deux. Et là, je me suis dit, j'ai quelque chose à trouver. Et voilà. Alors, la deuxième raison, c'est que comme j'avais fait de la danse, quand je voyais des photos de postures de yoga, je trouvais ça extraordinaire. Et donc, ça veut dire aussi que je suis tout de suite entrée dans le yoga. Voilà. Mais c'est le yoga physique qui m'a attirée dans un premier temps. Voilà. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis entrée là-dedans. Et la première fois où j'ai entendu parler de philosophie dans le yoga, je me suis dit, ça, c'est pas du tout pour moi. 2 ans après, j'étais dedans jusqu'au-dessus de la tête. Voilà. Ce que j'ai compris, moi, depuis très longtemps, c'est que comme si l'univers devait nous donner une accroche, nous donner une raison d'entrer dans quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'aller plus loin. Et quand nous sommes dedans, nous comprenons que ce n'est pas du tout pour ça que nous sommes là, mais il fallait bien qu'il y ait une raison pour que nous y allions. Et voilà. Ceci dit, c'est vrai que bon, je disais que de 20 à 30, j'ai eu de plus en plus mal au dos, mais de 30 à 40, de moins en moins. Et depuis l'âge de 40 ans, j'ai plus mal au dos. Ce qui ne veut pas dire que les disques ont repoussé, c'est pas vrai, mais je gère mon dos. Je sais ce que je dois faire si je l'utilise un peu mal ou un peu trop. Enfin, voilà quoi. Ok. Et ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques le yoga alors ? Ben, ça fait une 40aine d'années. Les premières années en tant que participante d'un cours, simplement. Et puis, très vite, après 2 ans de participation comme ça, je me suis dit, moi, je veux me former pour enseigner. Et puis voilà, j'ai commencé à me former. Et je suis toujours restée dans l'école où je me suis formée, tout d'abord en y faisant le secrétariat. Et puis, quand la personne qui dirigeait l'école l'a quittée, eh bien, très naturellement, j'ai repris la direction de l'école. Ok. Et c'est ce qui t'a amené à fonder ce centre aujourd'hui, le centre Atlantide en Belgique ? Pas uniquement. C'est-à-dire que j'étais donc dans l'enseignement et j'ai enseigné jusque quand même à peu près 50 ans. Et à la fin, bon, pour diverses raisons, des écoles ont fermé, j'ai dû changer d'école, enfin soit. Et quand on arrive dans une nouvelle école, on a toujours les cours à 1 heure ou 2 heures, c'est-à-dire avec des élèves non intéressés par ce qu'on raconte. Et je sentais très bien que déjà moi, j'avais plus envie de motiver les élèves, de revoir le tout, surtout de leur faire comprendre que c'était pas pour moi qu'ils devaient étudier, que moi, ma vie à ce niveau-là était derrière moi et pas devant. Et donc, je me suis dit, ça, je laisse aux jeunes de 20-25 ans, et moi, je m'en vais. Et je vais, mais comme je me sens une enseignante, ça c'est certain, j'ai décidé que dorénavant, les gens paieraient pour venir au cours, ce qui est la grosse différence. Parce que j'avais beau dire aux étudiants que les allocations familiales étaient leur paiement pour aller au cours, c'est pas eux qui les perçoivent, donc ça les motive pas. Mais c'est quand même la réalité. Ok.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus, tu nous as parlé un peu du yoga, mais quels sont en fait le cheminement du yoga et les bénéfices qu'il peut apporter? Tu nous parlais de philosophie, en quoi la philosophie du yoga, par exemple, peut aussi transformer l'individu au-delà de son corps ou de son physique? Bon, disons que là, il y a deux niveaux de travail. Il y a les gens qui viennent au cours une fois 1 heure semaine, ou 1 heure ou 2 heures semaine, et puis il y a les gens qui entrent en formation. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Les gens qui viennent au cours, je vais dire 90% des gens viennent pour leur corps, parce qu'il y a un problème au corps, ou parce qu'ils voudraient apprendre à se centrer un peu plus, toutes ces choses-là, mais que je rattache quand même toujours au corps. Et ça, c'est la majorité des gens. Et par la pratique du yoga, par le fait que, tout en donnant cours, je leur parle toujours de ressentir leur corps, d'être présents à eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils apprennent à couper avec l'extérieur et surtout avec les problèmes, avec la vie quotidienne, avec les soucis, entre guillemets, de la vie quotidienne. Parce que c'est finalement ça, apprendre à couper, apprendre à simplement ressentir le corps d'abord, mais après, comment l'être se sent à l'intérieur du corps. Parce que même dans les cours réguliers, je leur parle de l'être profond. Je n'utilise pas toujours le mot âme parce que ça peut choquer certaines personnes, mais quand même, c'est bien clair que le yoga s'adresse au corps physique, oui, dans le sens de le maintenir en bon état, mais invite surtout la personne à se rencontrer, à rencontrer qui elle est réellement, et voilà. Et c'est là que la grosse différence se fait entre les gens qui viennent au cours 1 ou 2 heures semaine et les gens qui entrent dans une formation. Parce que dès les premières journées de formation, avec les Sutras de Patanjali, qui est le livre de base du yoga, nous arrivons très vite à comprendre que ce que nous faisons, c'est en fait aller à la rencontre de nous-mêmes, aller à la rencontre de qui nous sommes. Bon, parce que, si je veux reprendre les 4 premiers sutras par exemple, le premier déjà nous dit, ici commence l'enseignement du yoga, mais avec l'idée que cet enseignement se fait dans une continuité. On n'apprend pas le yoga dans un livre. On lit un livre, oui, après, pour compléter certaines choses, mais le yoga se transmet de maître à élève. Et tout le monde a eu un maître, qui a eu un maître, qui a eu un maître. Donc tout le monde fait partie d'une lignée dans l'enseignement du yoga. Ça, c'est déjà une chose. Et c'est ce que dit le premier sutra. Le deuxième sutra nous dit que le yoga a pour but d'arriver à, on va dire, couper avec le mental, calmer le mental, faire taire le mental, utiliser un peu les mots que l'on veut, pour, le troisième sutra nous dit alors, pour rencontrer l'être profond qui est en nous. Et le quatrième nous dit que si nous ne faisons pas ça, nous nous trompons et que nous croyons que notre vie quotidienne, nos soucis, tout ce que nous vivons, c'est ce que nous sommes, ce qui est tout à fait faux. Voilà. Donc les Indiens utilisent le terme Atman pour parler de cet être profond. Tout à fait. Dans le yoga, nous enseigne que justement nous sommes alors cet Atman. Nous sommes cet Atman, et pour ceux qui croient à la réincarnation, nous sommes cet Atman qui de vie en vie est toujours là avec nous, habillé d'un corps différent, qui peut être une fois un corps de femme, une fois un corps d'homme, etc. Okay. Mais c'est cet Atman, oui. Et la progression, et ce n'est pas une progression régulière. C'est-à-dire que par moment, on peut, disons, avoir un niveau de conscience, je dirais, relativement élevé, et peut-être que dans la vie suivante, on aura un niveau de conscience plus bas. Au total, on a toute une série de choses à nettoyer, mais ce n'est pas de façon, nous n'avançons pas de vie en vie de façon graduelle nécessairement. Alors, Huguette, je vais parler un peu de justement la quête du bonheur. On voit de plus en plus un petit peu un marché du bien-être qui arrive, et des fois il y a un petit amalgame entre ce que peut être le bien-être ou vraiment une quête de l'expérience du bonheur. Déjà, quelle serait pour toi finalement la définition du bonheur ou la définition que le yoga donnerait de ce qu'est le bonheur? Déjà, le yoga ne va pas parler de bonheur, pour la bonne raison que le yoga va nous demander de ne pas qualifier les choses,
de ne pas dire cette chose-là me rend heureux, cette chose-là me rend malheureux. Les choses sont et nous avons à les vivre comme elles se présentent. Ça, c'est l'idée du yoga. Maintenant, une chose est, dans mon quotidien, quand je vis quelque chose dans mon quotidien, où je dois faire face à un certain nombre de choses, là, je ne suis pas dans mon être profond. Et par moments, je peux me dire que là, j'ai fait une bonne action, une bonne affaire, quelque chose de bien. Là, c'est un petit peu moins bien. Mais ça, c'est du jugement, mais du jugement de soi par rapport à soi. Parce que pour l'être profond, ça n'a aucune importance, tout ça. Et ce qui, pour moi, pourrait être la définition du bonheur, c'est quand, à l'intérieur de moi, je sens que c'est bien, que c'est juste, que c'est comme ça doit être. Que je sois assise seule chez moi, que je sois au milieu de 50 personnes, que je sois... souvent, c'est dans la nature que je ressens le plus cela. Soit en marchant, soit en étant assise à un endroit et en ayant le regard vague devant moi. Et là, à l'intérieur de moi, je sens que c'est juste, je sens que c'est bon, je dirais que je suis à ma place. Et ça ne dépend absolument pas de avec qui je suis, ce que je fais, tout ça n'a rien à voir. Et c'est ça que les Indiens appellent Ananda, la béatitude de l'âme, tu penses? En tout cas, ça rapproche de ça. Okay. Oui, oui. C'est ce que moi j'appelle la joie de l'âme. C'est comme une sensation qui est à l'intérieur, qui monte doucement, qui nous envahit tout entier, qui n'a absolument rien de violent, qui est douce et qui se suffit à elle-même. Ça n'a rien à voir avec le fait « j'ai gagné au loto, c'est génial !» quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas génial de gagner au loto, mais ça n'a rien à voir avec... Ça, c'est une joie émotive, une joie de la personnalité et pas une joie de l'âme. Et cette joie de la personnalité dépend de quelque chose. Là, c'est le loto, là, c'est mon copain qui, là, c'est la voiture que, là, c'est la maison que. Mais l'être profond, quelle que soit la maison, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une jolie maison si on a envie d'une jolie maison, mais l'être profond, il est heureux dans toutes les maisons. L'être profond, il est heureux au volant de n'importe quelle voiture. Ça ne dépend pas. Donc, en fait, l'idée du bonheur, c'est l'idée aussi de non-dépendance. Si je ne suis heureuse que parce que je suis avec telle personne à tel endroit, c'est pas juste. C'est pas le bonheur, c'est la dépendance par rapport à la chose ou à la personne. Et quand nous allons un peu plus loin dans le yoga, c'est vraiment ce que le yoga nous apprend. Yogi Bhajan, le maître que j'ai suivi, il nous disait « Tous les corps ont besoin d'être massés le matin. » Donc, il nous disait « Enduisez-vous d'huile et massez-vous bien. » Et si l'autre le fait, ce sera cadeau en plus. Mais n'attendez pas. Okay. Et alors, comment la pratique justement du yoga, tu nous parlais un peu des conseils de Yogi Bhajan, justement, qui était l'enseignant du Kundalini Yoga. Oui. Comment toutes les pratiques de yoga et la philosophie de yoga peut justement nous aider à être dans cette attention à soi, cette attention à l'être profond, dans plus de conscience, et donc de cheminer au quotidien vers plus de bonheur. Est-ce que justement le yoga peut nous aider à accepter, comme ce que tu nous disais, simplement ce qui est là et ce qui doit être vécu? Oui, mais ce n'est pas un chemin qui se parcourt en 1 an ou 2. Voilà. Oui, parce que le Kundalini Yoga, par excellence, travaille très très fort la zone du 3e chakra, c'est-à-dire la personnalité. Alors on aurait tendance à dire, il développe ma personnalité. Non. Oui, il la développe pour que je puisse dire oui ou non aux choses en fonction de mon cœur, en fonction de mon être profond, pour que je puisse exprimer dans la matière ce que mon être profond ressent, pour que j'ai cette force-là. Parce qu'il nous arrive bien souvent de faire ou de dire des choses qui ne nous concernent pas, qui ne nous conviennent pas vraiment, parce que nous ne sommes pas capables de dire le non ou de dire le oui ou de dire « moi, c'est ça que je veux faire ». Le Kundalini Yoga travaille ce 3e chakra dans cette optique-là, pas dans l'optique de prendre pouvoir sur, non, pas du tout.
Le Kundalini Yoga travaille aussi énormément les épaules. Et le travail des épaules, c'est le renforcement du système nerveux, de manière à ce que nous ayons un système nerveux solide, comme disait Yogi Bhajan, pour vivre dans le monde sans être piégé par le monde. Je choisis de vivre dans le monde, je ne choisis pas, qui est une autre voie de yoga, d'aller m'installer dans une grotte au milieu d'une forêt, ce sont les méditants, ce n'est pas la voie du Kundalini Yoga. La voie du Kundalini Yoga, c'est de vivre dans la société, mais de savoir toujours me positionner de façon juste pour moi dans la société, ce qui n'est pas si évident que ça. Et on parle dans les Yoga Sutras d'un état, un état qui est appelé Samadhi. Est-ce que cet état de Samadhi, est-ce que tu pourrais le mettre en lien avec justement cette béatitude de l'âme, ou c'est encore quelque chose de différent? Et est-ce que cet état de Samadhi, c'est justement ça l'expérience de ce total bonheur, de cet être profond? Finalement, quelle définition on pourrait proposer de cet état de Samadhi? Déjà, des Samadhis, il n'y en a pas qu'un. Il y en a toute une série à des niveaux différents. Parce qu'il y a on dit des samadhis avec graines, c'est-à-dire des samadhis qui viennent après, par exemple, une technique, après une concentration d'une certaine façon. Ça, il y a un élément qui va déclencher. Et c'est vrai, ce samadhi, c'est cet état de bonheur total. Ce que je pourrais donner comme définition du samadhi, c'est que c'est l'union de la conscience individuelle à la conscience universelle. Ça n'a donc rien à voir avec les états d'énergie que certains vous racontent. Ça, c'est de l'énergie dans le corps, oui, mais c'est l'énergie de la Shakti. Ça n'a rien à voir avec la Kundalini, ça n'a rien à voir avec la conscience. Parce que élever le niveau de conscience, ce n'est pas confortable. Pas confortable du tout, parce qu'alors, nous voyons les choses où nous ne sommes pas alignés. Nous voyons que là, dans cette situation-là, j'ai dit ça, c'est pas tout à fait ce que je pensais, mais je l'ai dit quand même. Et là, j'ai dit autre chose. Et alors, où est-ce qu'elle est ma ligne là-dedans? Où est-ce que je suis là-dedans? Eh bien, l'ouverture de conscience, c'est ça. Et c'est ça que nous apporte le yoga. Dans un premier temps, c'est inconfort. Mais le fait de travailler et troisième chakra et système nerveux nous permet de réduire la distance et à un moment donné, de pouvoir vraiment exprimer qui nous sommes, ce que nous voulons dans ce monde. Mais le samadhi, pour vivre un samadhi, il faut quand même être un moment à l'extérieur du monde. On ne sait pas le vivre au milieu d'une foule. C'est dans un état plus méditatif et on peut avoir cette chance de ressentir ce bonheur profond. Non, et même plus que le bonheur profond, cette union avec l'univers tout entier. Ressentir qu'on est en même temps l'oiseau qui vole, la fleur qui est éclose là, et que cette fleur, cet oiseau, moi, c'est la même chose. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire alors que justement cette expérience du bonheur, c'est finalement l'expérience d'une unité profonde? Oui, mais ça c'est vraiment le but ultime, quoi. C'est l'expérience qu'on n'est pas un être isolé. Dans certaines philosophies indiennes, dont le Samkhya, il y a ce qu'on appellerait la descente de l'âme dans la matière. Et puis il y a un état, l'état de Bouddhi, où l'âme a encore la conscience qu'elle n'est pas seule, qu'elle fait partie du tout, et les bébés qui naissent ont cette conscience. Puis très vite, nous passons vers un autre état qui est Ahamkara, et là, c'est l'état de l'ego qui arrive. Il y a moi et il y a toi, et ce n'est pas la même chose. Voilà. Et l'idée de retrouver le samadhi, de retrouver le bonheur, c'est l'idée de retrouver que toi et moi, c'est la même chose. Mais nous sommes une image différente de cette même chose, mais nous sommes la même chose. Donc, quelque part, ce qui est bon pour moi est bon pour toi, mais pas dans le sens où je vais généraliser ce que j'aime. Dans le sens de je vais plutôt rechercher qu'est-ce que nous aimons tous. Ok. Elguet, si tu avais un partage justement que tu sentais être juste à faire aux gens qui vont regarder justement cette vidéo, que ce soit un partage sur le yoga ou des conseils dans leur cheminement du bonheur ou des conseils au niveau de leur posture de yoga, je sais que tu parlais du dos tout à l'heure, quel serait le message que tu aurais envie de passer ou que tu aurais envie de partager? D'entrer dans la non-dépendance.
le non-attachement à la non-dépendance. Se retrouver soi, aller vers soi, chercher en soi ce que l'on aime vraiment. Et souvent, les premières fois où je dis aux gens, retrouvez ce que vous aimez, ils ne savent plus ce qu'ils aiment. Donc, ce que moi je conseillerais aux gens, c'est de chercher en eux ce qu'ils aiment vraiment. Et pour ça, disons que le fil rouge, ce serait qu'est-ce qu'ils ont aimé en étant jeunes. Voilà. Merci Huguette pour ce partage et très belle continuation. Merci à toi Guillaume.